Il y a une vérité que personne ne veut entendre. La voici, brutale, sans bétour. Un homme qui pense vraiment à toi ne te le dira presque jamais avec des mots. Il te le dira avec des silences, avec des absences bizarres au mauvais moment, avec une froideur qui en réalité cache un incendie. Et ça, la majorité des femmes ne le comprennent pas. Elles cherchent la preuve dans les phrases, dans les messages, dans les déclarations. Mais le désir masculin ne fonctionne pas comme un discours, il fonctionne comme une fuite. Écoute bien ceci, parce que ça va tout changer dans ta façon de lire les hommes. Plus un homme pense à toi de façon obsessionnelle, plus il risque de se comporter comme si tu n'existais pas. Ce n'est pas un paradoxe, et c'est un mécanisme de défense, un mécanisme vieux comme l'inconscient lui-même. Mais voici la vérité, le cerveau masculin, quand il est envahi par une présence qu'il ne contrôle pas, déclenche une alerte, une alerte de plaisir, une alerte de danger. Parce qu'être obsédé par quelqu'un, c'est perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, pour un homme conditionné depuis l'enfance, à maîtriser, à performer, à dominer ses émotions, c'est une menace existentielle. Alors il fait quoi? Il recule, il se distancie, il devient distant, sec, parfois même désagréable. Et toi tu interprètes ça comme du désintérêt. Alors que c'est exactement l'inverse. C'est la preuve la plus pure qu'il pense à toi, bien plus qu'il ne voudrait l'admettre, même à lui-même. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que si tu comprends pas ce mécanisme, tu vas passer à côté des signaux les plus vrais. Tu vas chercher la validation dans les grands discours, dans les compliments faciles, dans les hommes qui savent parler. Et tu vas fuir sans le savoir ceux qui en réalité sont hantés par toi. Freud parlait de ça sous un autre nom, la formation réactionnelle. Un mécanisme psychique où le sujet exprime, consciemment, l'exact opposé de ce qu'il ressent inconsciemment. Un homme qui te trouve trop importante peut, sans même s'en rendre compte, se comporter comme si tu ne comptais pas. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que reconnaître l'inverse serait insupportable pour son équilibre intérieur. Et voici où ça se complique encore plus. Le désir obsessionnel chez un homme ne se loge pas seulement dans le conscient, il s'infiltre dans les zones qu'il ne contrôle pas. Ses rêves, ses gestes répétitifs, ses phrases qui lui échappent, ses silences trop longs quand ton nom est prononcé. Il peut te dire « je ne pense pas beaucoup à toi » tout en vérifiant ton statut en ligne 4 fois dans la même heure. Il peut affirmer « ce n'est rien de sérieux » tout en se souvenant du parfum que tu portais un mardi soir, 6 semaines plus tôt. La plupart des gens ne voient pas ça. Ils voient un homme distant et conclu. Ils s'en fichent. Ils voient un homme qui ne répond pas immédiatement et conclu, il a passé à autre chose. Mais la psychologie profonde raconte une toute autre histoire. Elle raconte que le silence, chez certains hommes, est proportionnel à l'intensité de ce qu'il refoule. Refoulement. Voilà le mot-clé que tu dois garder en tête pendant tout ce qui va suivre. Le refoulement, dans la théorie freudienne, c'est que l'oubli. C'est le contraire. C'est une pensée tellement puissante, tellement menaçante pour l'équilibre du sujet, qu'elle le repousser hors de la conscience, mais elle continue d'agir, en coulisses, en silence, en symptôme. Et le symptôme, chez un homme qui pense à toi sans arrêt mais qui le refuse, prend des formes très précises. Une irritabilité inexpliquée quand ton nom apparaît dans une conversation, une jalousie qu'il nie farouchement alors que son visage a changé de couleur, une présence qu'il maintient à distance mesurée, jamais trop loin, jamais trop proche, comme s'il naviguait sur une corde tendue entre deux abîmes, celui de te perdre et celui de se perdre lui-même en toi. Mais voici la partie la plus inconfortable de cette vérité. Ce mécanisme ne concerne pas seulement lui, il te concerne toi aussi. Parce que si tu as déjà vécu ça, cette sensation d'un homme chaud puis froid, intense puis distant, tu as peut-être sans le savoir participé à ce jeu inconscient. Tu as peut-être interprété sa froideur comme un manque d'amour, alors qu'elle était la preuve d'un amour qu'il ne savait pas porter. Et cette confusion-là, cette lecture erronée du désir masculin, elle a un prix. Elle t'a peut-être fait fuir des hommes qui pensaient à toi la nuit. Elle t'a peut-être fait t'accrocher à des hommes qui, eux, ne pensaient jamais à toi, mais savaient parfaitement quoi dire. Voilà le piège. Le langage du désir authentique et le langage de la manipulation se ressemblent parfois tellement qu'on ne sait plus les distinguer. Alors, comment fait-on la différence entre un homme qui recule parce qu'il est submergé et un homme qui recule parce qu'il ne ressent rien? La réponse ne se trouve pas dans ce qu'il dit, elle se trouve dans les détails qu'il ne contrôle pas. Les micro-expressions. Le regard qui revient toujours, malgré lui, vers toi dans une pièce pleine de monde. La façon dont sa voix change d'un demi-ton quand il s'adresse à toi, comparé à n'importe qui d'autre.
Ces détails-là ne mentent jamais, parce qu'ils ne passent pas par le filtre du contrôle conscient. Le contrôle conscient, chez un homme habitué à réprimer ses émotions, est une armure construite depuis l'enfance, souvent à cause d'un père distant, d'une mère trop envahissante, ou d'une première blessure amoureuse jamais digérée. Cette armure lui permet de fonctionner, de paraître fort, de ne jamais montrer de failles. Mais une armure a toujours un défaut de fabrication, et ce défaut, chez la majorité des hommes obsédés en silence, se manifeste dans un seul endroit, leur incapacité à disparaître complètement de ta vie, même quand ils prétendent vouloir s'éloigner. Regarde bien, un homme qui ne pense pas à toi t'oublie. Vraiment. Il ne revient pas. Il ne like pas discrètement une photo 3 mois plus tard. Il ne réapparaît pas avec un message anodin un soir de pleine lune émotionnelle. Il ne ressent aucun besoin de savoir comment tu vas, mais un homme hanté, lui, ne peut pas s'empêcher de revenir, même minimalement, même honteusement, même en se persuadant que ce retour n'a aucune signification. C'est ce retour, ce petit geste presque involontaire, qui trahit tout ce qu'il refuse de dire à voix haute. Et voilà où je dois t'arrêter, pour l'instant, sur une question qui va rester en suspens en toi, comme une aiguille plantée dans la conscience. Et si l'homme que tu crois avoir perdu à cause de sa froideur n'était pas parti du tout? Et si cette distance qui t'a tant blessé n'était que la preuve, mal formulée, d'un attachement qu'il n'a jamais su comment porter? Et avant d'aller plus loin, il faut nommer une chose que presque personne n'ose dire clairement. Ce mécanisme n'a rien de romantique en soi. Il n'y a rien de beau à être aimé par quelqu'un qui ne sait pas te le montrer. Ce que je décris ici n'est pas une invitation à idéaliser la souffrance de l'incertitude. C'est une clé pour comprendre, pas pour justifier. Et pourtant, il faut aller encore un peu plus profond dans cette mécanique, parce qu'un détail change tout. Le cerveau humain ne distingue pas toujours clairement l'intensité d'un sentiment et la nature de ce sentiment. Ce qui veut dire qu'un homme peut ressentir une montée d'adrénaline face à toi, accélération du rythme cardiaque, tension dans la poitrine, esprit qui s'emballe, et interpréter cette sensation de deux façons radicalement opposées, soit comme du désir, soit comme de l'alerte, comme un danger à fuir. Et devine ce qui détermine laquelle des deux interprétations gagne. Son histoire, son passé, les blessures qu'il porte encore, souvent sans même les avoir identifiées consciemment. Un homme qui a grandi dans un foyer où l'amour rimait avec contrôle, avec critique, avec condition, va inconsciemment associer une intensité émotionnelle forte à un danger, même si cette intensité vient d'une femme bienveillante, patiente, sincère. Son corps ne sait pas faire la différence entre « ceci pourrait me faire du bien » et « ceci ressemble à ce qui m'a fait du mal avant ». C'est une confusion neurologique, une confusion héritée. Et c'est terriblement injuste parce qu'elle peut faire fuir un homme loin d'une femme qui, objectivement, ne lui veut aucun mal. Mais voici où ça devient encore plus troublant. Ce même homme, une fois éloigné, il va commencer à ressentir un manque réel, physique presque, qui n'a rien à voir avec de la nostalgie polie. Le manque va se manifester par des pensées récurrentes, des comparaisons inconscientes avec toutes les autres personnes qu'il rencontre ensuite, d'une sorte de vide qu'il n'arrive pas à nommer précisément, mais qu'il ressent chaque soir. Dans ce moment silencieux juste avant de s'endormir, quand les défenses tombent et que l'esprit erre là où il n'ose pas aller en pleine journée. Ce moment-là, juste avant le sommeil, est l'un des instants les plus honnêtes de la psyché humaine. C'est là que les pensées refoulées remontent, parce que le contrôle conscient s'affaiblit. Et si un homme pense à toi, précisément à ce moment-là, de façon récurrente, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu occupes une place dans son inconscient qu'il ne t'a jamais avoué en pleine lumière. Retiens ceci, parce que ça va devenir essentiel dans la suite. Le désir authentique ne se loge pas dans les discours polis de la journée. Il se loge dans les marges, dans les silences, dans les instants où la fatigue empêche le mensonge, même le mensonge qu'on se raconte à soi-même. Il faut aller plus loin, parce que la surface ne suffit pas. Pour comprendre vraiment ce qui se passe dans la tête d'un homme qui pense à toi, sans jamais l'avouer, il faut descendre là où lui-même refuse de regarder. Freud décrivait l'appareil psychique comme un iceberg. Une petite partie visible, consciente, rationnelle, et une masse immense, invisible, submergée, l'inconscient. La majorité des comportements masculins que tu ne comprends pas ne se trouvent pas dans la partie visible, ils naissent dans les profondeurs. Et voici une vérité que peu de gens osent formuler. Beaucoup d'hommes ont peur de leurs propres sentiments bien plus qu'ils m'ont peur de te perdre. Cette phrase mérite d'être relue, parce qu'elle explique tout. Elle explique pourquoi certains hommes sabotent une relation naissante alors qu'ils étaient visiblement captivés au début.
Elle explique pourquoi ils disparaissent juste au moment où les choses deviennent réelles. Elle explique pourquoi ils choisissent parfois, contre toute logique apparente, la solitude plutôt que la proximité qu'ils désirent le plus. C'est pas toi qui fuis. C'est ce que tu réveilles en eux. Et ce que tu réveilles, la plupart du temps, ce sont des peurs enfouies bien avant ta rencontre. Une peur de l'abandon héritée d'un parent absent. Une peur de ne jamais être suffisant, plantée par des années de comparaison, de critique, de silence affectif. Une peur de perdre son identité en s'attachant trop fort. Parce que, à un moment de sa vie, s'attacher a signifié souffrir. Voici où ça devient dangereux à entendre. Un homme peut désirer une femme avec une intensité qui le terrifie littéralement. Et cette terreur, au lieu de se transformer en rapprochement, se transforme en évitement. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'attachement évitant. Un style relationnel, où plus l'intimité augmente, plus l'anxiété interne grandit, jusqu'à provoquer une fuite, consciente ou non. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas. La fuite n'annule pas le désir. Elle le met en pause, le temps que le sujet retrouve un sentiment de sécurité intérieure. Et pendant cette pause, quelque chose de fascinant se produit, l'homme continue de penser à la personne qu'il fuit, parfois avec plus d'intensité que jamais, précisément parce que l'absence réactive le manque qu'il tentait d'éviter. C'est un cercle cruel, mais terriblement humain. Il fuit parce qu'il ressent trop. Il ressent encore plus en fuyant, parce que l'absence amplifie l'attachement. Et cette amplification devient insupportable. Alors il revient, parfois maladroitement, parfois trop tard, parfois juste assez pour raviver une connexion qu'il n'ose jamais nommer clairement. Et toi, pendant ce temps, tu te poses la mauvaise question. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors que la vraie question devrait être, qu'est-ce qui en lui a été réveillé par ma présence et qu'il n'a jamais appris à gérer? Cette distinction change tout. Parce qu'elle te sort de la culpabilité et te met face à une réalité plus complexe, plus humaine, et honnêtement, plus fascinante. Mais voici la partie qui va te mettre mal à l'aise. Certaines femmes, sans le savoir, sont attirées précisément par ces hommes-là, par cette instabilité, par ce mélange d'intensité et de fuite. Pourquoi? Parce que l'inconscient féminin, tout comme l'inconscient masculin, répète parfois des schémas connus depuis l'enfance. Si l'amour pour toi a historiquement été associé à l'incertitude, un parent imprévisible, une figure d'attachement inconstante, alors ton système nerveux peut, sans que tu le choisisses consciemment, ressentir plus de chimie avec un homme instable qu'avec un homme stable et disponible. C'est une vérité que presque personne n'ose dire à voix haute dans les vidéos sur l'amour. On préfère te dire « aime-toi d'abord »,« pose des limites »,« sache ce que tu mérites ». Des phrases vraies, mais freuses si elles ne s'accompagnent pas d'une compréhension réelle de pourquoi certains schémas se répètent. Alors, reste avec moi, parce que ça devient encore plus profond. Un homme qui pense à toi sans arrêt développe souvent ce qu'on pourrait appeler une double vie psychique. En apparence, il fonctionne. Il travaille, il sort, il parle d'autres sujets, il peut même fréquenter d'autres personnes. Mais en arrière-plan, une partie de lui continue de tourner autour de toi, comme une pensée en boucle, presque intrusive. Ces pensées intrusives ne sont pas romantiques au sens où on l'imagine dans les films. Elles sont souvent inconfortables pour lui. Elles interrompent sa concentration. Elles ressurgissent au pire moment, pendant une réunion, en conduisant, juste avant de s'endormir, et parce qu'elles sont incontrôlables, elles génèrent de la frustration, parfois même de la colère. Une colère qui injustement peut se retourner contre toi, sous forme de reproches vagues, de comportements distants ou de messages secs. Voilà pourquoi certains hommes deviennent presque hostiles envers les personnes auxquelles ils pensent le plus. Ce n'est pas de la haine. C'est de l'impuissance face à une émotion qu'ils ne savent pas contenir. Et voici une chose que la majorité des femmes ignore complètement. Cette hostilité inconsciente est souvent le signe le plus fiable d'un attachement profond, bien plus fiable que les compliments faciles ou les grandes déclarations. Parce que on ne se bat pas contre quelque chose qui n'a aucun pouvoir sur nous. Mais attention, cette vérité ne doit jamais devenir une excuse. Comprendre un mécanisme psychologique ne signifie pas que tu dois tolérer un traitement blessant. Ce n'est pas parce qu'un homme pense à toi, sans arrêt, qu'il se comporte bien. La compréhension psychologique et l'acceptation d'un mauvais comportement sont deux choses totalement différentes. Et les confondre est l'un des pièges les plus destructeurs dans lesquels tombent tant de femmes. Ce qui compte, c'est pas seulement de savoir s'il pense à toi. C'est de savoir ce qu'il fait de cette pensée. Est-ce qu'il travaille sur lui-même pour surmonter sa peur? Ou est-ce qu'il se cache indéfiniment derrière elle en te laissant porter le poids de son incohérence? Voici la question qui devrait te hanter
après cette partie. Tu es en train de confondre l'intensité d'un attachement inconscient avec la preuve d'un amour sain, alors que ce sont peut-être deux choses totalement différentes. Il faut maintenant ouvrir une porte que beaucoup préfèrent garder fermée, celle du conflit intérieur masculin face à la notion même de vulnérabilité. Parce que tout ce qu'on vient de décrire, la fuite, le retour, l'hostilité inconsciente, trouve sa racine dans une seule et même blessure culturelle, transmise de génération en génération. Depuis l'enfance, on apprend à un grand nombre d'hommes que montrer une émotion forte équivaut à une faiblesse. Ne pleure pas. Sois fort. Contrôle-toi. Ces phrases, répétées pendant des années, ne disparaissent pas à l'âge adulte. Elles se transforment en une architecture intérieure rigide, un système de défense qui associe l'expression du sentiment à la honte. Et voici ce que ça produit. Très concrètement, un homme peut ressentir un attachement d'une intensité rare, presque déstabilisante, tout en étant physiquement incapable de le formuler à voix haute. Non par manque de sincérité, mais parce que chaque mot qui s'approcherait de la vérité, tu comptes énormément pour moi, je pense à toi bien plus que je ne le montre, déclenche en lui un signal d'alarme profondément ancré. Dire cela, c'est se rendre vulnérable. Et se rendre vulnérable dans son histoire personnelle a peut-être toujours été puni, ridiculisé ou ignoré. Alors il choisit le silence, ou pire, il choisit l'ironie, la distance, parfois même la moquerie légère, pour désamorcer ce qu'il ressent avant que ce soit lui qui se fasse submerger. Et voici le piège cruel dans lequel tombent tant de femmes face à ce comportement. Elles prennent cette distance pour de l'indifférence, alors qu'elle est en réalité une tentative maladroite, presque enfantine, de survivre émotionnellement à quelque chose de trop grand pour lui. Mais je dois insister sur un point essentiel avant d'aller plus loin, parce que c'est là que beaucoup de discours sur la psychologie masculine dérapent dangereusement. Rien de tout cela n'excuse un comportement blessant, manipulateur ou irrespectueux. Comprendre l'origine d'une peur ne veut pas dire accepter qu'elle dicte indéfiniment un traitement injuste envers toi. Il y a une différence fondamentale entre un homme qui lutte maladroitement contre sa propre vulnérabilité tout en te traitant dans l'ensemble, avec respect et constance, et un homme qui utilise cette même psychologie comme excuse permanente pour te faire du mal sans jamais se remettre en question. Le premier mérite ta patience, si tu choisis de la lui offrir. Le second ne mérite que ton départ, peu importe à quel point ces blessures d'enfance sont réelles. Cette distinction est cruciale, parce que la compréhension psychologique sans discernement peut devenir une prison. Une prison où tu passes des années à comprendre un homme au lieu de vivre pleinement avec lui, ou sans lui. Alors comment fait-on la différence, concrètement ? Regarde la trajectoire, pas seulement l'instant. Un homme qui lutte sincèrement contre sa propre peur montre, au fil du temps, des signes de progrès, même minimes. Il revient, il s'excuse, parfois maladroitement. Il fait des efforts visibles, même s'ils sont imparfaits. Un homme qui utilise sa psychologie comme bouclier, lui ne change jamais. Il répète encore et encore le même schéma, sans jamais chercher à le comprendre ni à le transformer, en te laissant porter seul le poids de l'incertitude. Il est temps d'aller là où ça fait vraiment mal, parce que jusqu'ici, on a parlé de lui, de ses mécanismes, de ses peurs, de ses contradictions. Mais il existe une vérité encore plus dérangeante, une vérité qui te concerne directement, mais que la plupart des vidéos sur ce sujet évitent soigneusement. La voici. Si tu passes ton temps à analyser chaque silence, chaque message tardif, chaque regard ambigu d'un homme pour savoir s'il pense à toi, c'est peut-être toi en réalité, qu'il n'arrive plus à penser à autre chose que lui. Relis cette phrase. Laisse-la s'installer, même si elle est inconfortable. Parce que l'obsession n'est jamais unilatérale dans les histoires qui nous hantent le plus. Il y a souvent un miroir. Un jeu de projection où l'incertitude de l'autre devient un écran sur lequel on projette nos propres peurs, nos propres blessures, notre propre besoin d'être choisi, validé, désiré sans condition. Et voici où l'inconfort psychologique atteint son sommet. Beaucoup de femmes cherchent, sans le savoir, à revivre, à travers un homme, distant une ancienne blessure d'enfance, celle de n'avoir jamais réussi à obtenir pleinement l'attention d'un parent. Un père trop occupé. Une mère, émotionnellement indisponible. Et sans le comprendre consciemment, elles recréent à l'âge adulte des situations où elles doivent, encore une fois, mériter l'amour, décoder les signaux, prouver leur valeur à quelqu'un d'ambigu. C'est une répétition. Une répétition que Freud appelait la compulsion de répétition. Cette tendance inconsciente à reproduire des schémas douloureux du passé.
dans l'espoir secret, cette fois, d'obtenir une fin différente. Mais la fin est rarement différente. Parce que tant que le schéma inconscient n'est pas identifié, il continue de se rejouer, avec des visages différents, mais avec la même douleur au centre. Alors pose-toi honnêtement cette question, est-ce que tu es attiré par cet homme précisément parce que il te tient dans l'incertitude? Est-ce que cette incertitude te procure quelque part une sensation étrangement familière, presque confortable dans son inconfort, parce qu'elle ressemble à ce que tu as toujours connu de l'amour? C'est pas une accusation, c'est une invitation à regarder en face un mécanisme qui sinon continuera de diriger tes choix sans que tu en aies conscience. Et voici où les choses deviennent encore plus intenses. Il existe une dynamique psychologique redoutable entre deux personnes qui, chacune de leur côté, refoulent leurs véritables sentiments par peur d'être blessées. On l'appelle parfois la danse évitement-anxiété. Le recul quand l'autre s'approche. L'autre s'approche encore plus fort quand il sent l'éloignement. Et le premier, submergé, recule davantage. C'est un ballet tragique. Personne ne ment vraiment. Mais personne ne dit non plus la vérité. Chacun protège une blessure ancienne en utilisant l'autre comme miroir, sans jamais nommer ce qui se joue réellement. Et pendant ce temps, l'intensité émotionnelle grandit. Parce que rien n'active plus fortement le système d'attachement humain que l'incertitude. C'est un fait neuropsychologique, pas une opinion. Les circuits de la dopamine, liés au désir et à la motivation, s'activent davantage face à une récompense imprévisible que face à une récompense garantie. C'est le même mécanisme qui rend les jeux de hasard addictifs. Cela signifie une chose terrifiante. Un amour instable peut littéralement créer plus de dépendance neurologique qu'un amour stable. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce que ton cerveau, biologiquement, est programmé pour s'accrocher davantage à ce qu'il ne peut pas prévoir. Alors redis ce que tu viens d'apprendre et regarde ta propre histoire avec un œil différent. Cet homme qui pense à toi sans arrêt. Peut-être que oui, c'est vrai. Peut-être que non. Ce n'est qu'une histoire que tu t'es construite pour justifier une attirance que ton corps n'a jamais su expliquer autrement. Les deux possibilités sont inconfortables, et les deux méritent d'être examinées sans complaisance. Voici la partie la plus dure à admettre. La plupart des gens ne veulent pas de réponse claire. Ils préfèrent l'ambiguïté, parce que l'ambiguïté maintient le fantasme en vie. Tant qu'il n'y a pas de réponse définitive, l'espoir reste intact. Et l'espoir, même douloureux, est souvent plus supportable que la certitude d'une fin. C'est pour ça que tant de personnes restent bloquées pendant des mois, parfois des années, dans des relations où rien n'est jamais clair. C'est pas de la naïveté. C'est une stratégie inconsciente de protection contre une douleur encore plus grande, celle de faire le deuil complet de quelque chose qu'on désirait tant. Mais cette protection a un coût. Elle t'empêche d'avancer. Elle t'empêche de rencontrer quelqu'un capable de t'aimer sans jeu, sans ambiguïté, sans besoin de décoder chaque silence comme un message secret. Et voici la question terriblement inconfortable sur laquelle je vais te laisser. Si cet homme t'annonçait clairement, aujourd'hui, avec des mots simples et sans détour, qu'il ne pense pas à toi, et qu'il ne pensera jamais à toi de la façon dont tu l'espères, est-ce que tu serais soulagé d'avoir enfin une réponse, ou est-ce que tu préférerais encore, secrètement, garder le mystère intact? Il faut honnêtement regarder un dernier mécanisme, peut-être le plus inconfortable de tous, parce qu'il ne concerne ni lui, ni toi isolément, mais la façon dont vos deux inconscients dialoguent en silence, bien avant que les mots n'entrent en jeu. En psychologie, on parle parfois de résonance inconsciente. Deux systèmes nerveux, deux histoires de blessures qui se reconnaissent l'un l'autre sans passer par la conscience. C'est ce qui explique pourquoi certaines rencontres, dès les premières minutes, portent une intensité disproportionnée par rapport à ce que la logique pourrait justifier. Ce n'est pas de la magie. C'est ton système nerveux qui reconnaît dans l'autre un écho de quelque chose de profondément familier, souvent une blessure, parfois une force, presque toujours un mélange des deux. Et voici pourquoi cette rencontre-là est si difficile à fitter, même quand elle fait mal. Parce qu'elle ne touche pas seulement le désir, elle touche l'identité. Elle réveille des parties de toi que tu croyais endormies, des besoins que tu pensais avoir dépassés, des peurs que tu croyais guéries. Ces peurs, en te faisant vivre l'incertitude, ne fait pas que te blesser. Il te ramène, malgré toi, face à une version plus jeune de toi-même, celle qui attendait, celle qui espérait, celle qui n'a jamais complètement obtenu ce qu'elle cherchait. Et c'est cette version-là de toi, cette petite fille intérieure encore en attente, qui continue de scruter chaque silence, comme s'il contenait la réponse à une question posée il y a bien longtemps, à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi cette histoire te fait autant de mal. Ce n'est pas seulement une histoire d'adulte. C'est une histoire ancienne qui rejoue son dernier acte à travers un nouveau visage. Et pourtant,
Voici l'attention qui doit rester en toi juste à la dernière partie, où reconnaître cette répétition ne suffit pas à l'arrêter. La comprendre intellectuellement n'efface pas automatiquement le besoin qu'elle génère. Beaucoup de gens comprennent parfaitement leur schéma et continuent malgré tout à les reproduire encore et encore, parce que la compréhension logique et la guérison émotionnelle empruntent des chemins différents, presque parallèles, qui ne se rejoignent que rarement, et seulement au prix d'un travail intérieur profond et volontaire. Alors la question n'est plus seulement « pense-t-il à moi ?» La question devient bien plus vertigineuse. Pourquoi ai-je autant besoin qu'il pense à moi? Et depuis quand dans ma vie ce besoin a-t-il commencé bien avant que je ne le connaisse? Voici le moment où toutes les illusions doivent tomber, parce que jusqu'ici, on m'a exploré les mécanismes, les théories, les explications. Mais une explication n'est pas une délivrance. Comprendre pourquoi un homme se comporte de telle ou telle façon ne suffit jamais, à lui seul, à guérir la blessure que ce comportement a provoquée en toi. Alors voici la vérité finale, celle que peu de gens ont le courage de formuler jusqu'au bout. Peu importe s'il pense à toi ou non. Ce qui compte vraiment, c'est ce que toi, tu fais de ton propre besoin d'être pensé. Cette phrase doit résonner, parce que elle renverse tout ce qu'on t'a appris à chercher. Toute ta vie, on t'a peut-être appris, directement ou indirectement, que ta valeur se mesure à l'attention que les autres te portent, que tu existes davantage quand un homme pense à toi, que ton importance se confirme dans son regard, dans son message, dans sa présence. C'est un conditionnement puissant, ancré depuis l'enfance, renforcé par des années de culture, d'histoire, de comparaison silencieuse. Mais voici l'effondrement nécessaire. Aucune obsession extérieure, même la plus intense, ne peut combler un vide intérieur. Même si cet homme pensait à toi chaque seconde de chaque jour, cela ne suffirait jamais à réparer ce que toi seul peux réparer en toi-même. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur si tu le laisses vraiment pénétrer, parce que tant que ta paix intérieure dépend de la pensée d'un autre, de son attention, de son obsession, de son incapacité à t'oublier, tu resteras prisonnière d'un besoin que personne, même le plus dévoué des hommes, ne pourra jamais entièrement satisfaire. Ce n'est pas un manque d'amour de sa part qui pose problème, c'est un manque de fondation intérieure qui rend cette question « pense-t-il à moi ?» aussi obsédante pour toi qu'elle l'est peut-être pour lui. Et voici où l'inconscient masculin et l'inconscient féminin se rejoignent. Dans une vérité universelle que Freud avait déjà entrevue, nous cherchons tous, désespérément, à être vus, vraiment vus. Pas seulement désirés physiquement, pas seulement flattés, mais reconnus dans notre existence la plus profonde, celle qu'on montre rarement, celle qu'on cache même à soi-même. Un homme qui pense à toi sans arrêt, s'il existe vraiment dans ta vie, ne cherche pas seulement ton port ou ta présence. Il cherche, souvent sans le savoir, à être libéré de sa propre solitude intérieure à travers toi. Et c'est précisément pour ça qu'il a si peur. Parce que confier sa solitude à quelqu'un, c'est accepter de devenir vulnérable d'une façon que aucun contrôle rationnel ne peut protéger. Et toi, tu ne dois jamais devenir le remède à sa peur s'il refuse de le regarder en face. Ce n'est pas ton rôle de porter. Seul le poids d'une guérison qu'il n'a jamais choisi d'entreprendre. Comprendre sa psychologie ne signifie pas qu'oublier toi-même dans le processus. Voici donc la question ultime, celle qui doit rester gravée bien après cette vidéo. Peux-tu être aimé pleinement par quelqu'un qui a encore peur de t'aimer ouvertement? Et surtout, peux-tu t'aimer, toi, suffisamment fort pour ne plus jamais avoir besoin de mendier une réponse à la question « pense-t-il à moi ?» Parce que voici la vérité qui doit clore tout ce voyage psychologique. Le jour où tu cesseras d'avoir besoin de savoir, s'il pense à toi, tu deviendras, pour la première fois, complètement libre. Et c'est précisément ce jour-là, ironiquement, cruellement, magnifiquement, que les hommes qui n'ont jamais réussi à t'oublier commenceront à te le montrer sans peur. Mais avant d'arriver à cette libération, il faut traverser une dernière illusion, la plus tenace de toutes. L'idée de te comprendre suffit à guérir. C'est pas vrai. Et il serait malhonnête de te laisser croire le contraire. Tu peux connaître par cœur chaque mécanisme décrit ici. Le refoulement, l'attachement évitant, la compulsion de répétition, la résonance inconsciente, et continuer, malgré tout. Ressentir cette même douleur familière la prochaine fois qu'un homme deviendra distinct. Parce que le savoir loge dans la tête. Mais la blessure, elle, loge dans le corps, dans le système nerveux, dans des couches bien plus anciennes que le langage lui-même. Alors que faire de tout ce qu'on vient de traverser ensemble? D'abord, cesser de chercher, dans le comportement d'un homme, la validation que seule une relation avec toi-même peut réellement offrir. Ce n'est pas un slogan motivant vide de sens,
c'est une nécessité psychique. Lorsque tant que ton sentiment de valeur dépend d'un signal extérieur, un message, un regard, une pensée qu'on t'accorderait ou non, tu resteras à la merci de systèmes que tu ne contrôles pas. Son histoire, ses peurs, son propre chaos intérieur. Ensuite, apprendre à distinguer, avec une honnêteté impitoyable, l'intensité et la qualité d'un lien. L'intensité peut naître de la souffrance, de l'incertitude, de la répétition d'un schéma ancien. La qualité, elle, se mesure dans la constance, le rester, la capacité de l'autre à se montrer présent même quand ce n'est pas confortable pour lui. Un amour qui te fait vibrer mais qui ne te fait jamais te sentir en sécurité, mais pas un amour à préserver à tout prix. C'est une blessure qui a pris le costume d'une passion. Et enfin, voici la vérité la plus difficile de tout ce parcours. Il faut accepter qu'il est possible d'être pensé par quelqu'un, intensément, sincèrement, et que cela ne suffise pas. Parce que penser à toi n'est pas un acte. C'est une sensation, un mouvement intérieur, un phénomène psychique. Mais l'amour, le vrai, celui qui construit quelque chose de stable, se trouve dans des actes répétés, dans une présence choisie jour après jour, pas seulement dans des pensées nocturnes ou des retours inattendus. Tu mérites plus qu'être pensé dans l'ombre. Tu mérites d'être choisi en pleine lumière. Et si l'homme dont tu te demandes s'il pense à toi n'est pas capable aujourd'hui de sortir de cette ombre pour te choisir ouvertement, alors la réponse à ta question, aussi douloureuse soit-elle, ne devrait plus déterminer ta valeur, ni ton avenir, ni la paix que tu es en droit de ressentir, avec ou sans lui. Voici donc la dernière vérité, celle qui doit rester gravée bien après, que cette vidéo se termine. Ce n'est pas d'être pensé que tu as besoin. C'est d'être libre, libre de ce besoin lui-même. Et cette liberté-là, contrairement à toutes les pensées qu'un homme pourrait avoir de toi dans le silence de sa nuit, ne dépend que d'une seule personne, toi. Et le jour où tu la trouveras, cette liberté, tu comprendras enfin la phrase la plus importante de tout ce voyage: on ne devient pas inoubliable en étant pensé sans arrêt par quelqu'un d'autre. On le devient en cessant, une bonne fois pour toutes, d'avoir besoin de l'être.